peut pas dater la naissance de la domination de la banque comme ça à un moment précis. Je pense que moi je montre dans le livre qu'il y a des sociétés dites primitives ou anciennes, qui renvoient aux travaux d'Eliade, etc., où la notion de prêt et intérêt n'a aucun sens, n'existe pas, ne peut pas exister, où on est dans l'idée de ce qu'on appelle le potlatch, le don et le contre-don, c'est des sociétés d'échange et de réciprocité. Donc à un moment donné, il faut montrer qu'il y a l'argent qui arrive, donc j'explique dans le livre comment ça arrive, avec l'idée de l'argent, l'idée du prêt à intérêt, et que quand même, au départ, les sociétés, je dirais classiques, savent que l'usure, le prêt à intérêt, est un vice destructeur socialement, et l'interdisent dans un premier temps, et dans un deuxième temps, l'autorisme et l'encadre. L'autorisme et l'encadre parce qu'il y a le développement à partir du XIIe siècle, de ce qu'on appelle le précapitalisme, c'est-à-dire un développement économique dans toute la sphère méditerranéenne et européenne, qui le rend un peu, je dirais, nécessaire. Alors, ce qui fait qu'au départ, il y a cette notion de prêt à intérêt qui est à la marge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est toléré mais à la marge. Et je montre comment progressivement, ce truc qui est toléré à la marge devient au cœur du dispositif et au cœur du pouvoir. Et c'est une espèce de bras de fer, une négociation. Alors je montre que notamment, à un moment donné à Venise, il y a un pouvoir bancaire très fort, qui d'ailleurs est allié au pape. À un moment donné, ça monte très fort à Francfort, en Allemagne, avec la naissance du protestantisme. C'est assez peu français. Hein. Et à un moment donné, il y a une vraie jonction qui s'opère entre le pouvoir bancaire et la famille d'Angleterre. Et moi, je date la naissance de l'Empire. On peut dire à un moment donné que ça passe par Anvers, Guillaume d'Orange, etc. Enfin, on peut s'amuser. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une vraie jonction qui est opérée entre la couronne d'Angleterre et le pouvoir bancaire déjà constitué. Et que cette alliance... Mais pour moi, la naissance de l'Empire, au sens où là s'opère vraiment un saut qualitatif, avec la Compagnie des Indes orientales, et c'est toute cette épopée de l'impérialisme marchand, thalassocratique, de l'Empire anglais, voilà. Et qui d'ailleurs provoque le déclin de la France, et même l'écroulement de la monarchie française, qui n'a pas fait cette alliance avec la banque. Hein. Le roi n'a pas passé d'alliance, de fusion avec la banque, alors que le roi d'Angleterre l'a fait. Voilà. Donc c'est de l'histoire. Et dans le livre, effectivement, j'essaie de voir les grandes lignes, de résumer un peu. Alors on peut trouver, tu vois, ça peut toujours être encore complexifié, mais pour moi c'est ça, voilà. C'est, à un moment donné, quelque chose qui est conçu par toutes les sociétés classiques, primitives, religieuses, transcendantes, comme quelque chose de dangereux, qui petit à petit gangrène le système, et après devient le cœur du système. Et aujourd'hui, ça donne, le pouvoir mondial est aux États-Unis, et le pouvoir aux États-Unis est à Wall Street, et Wall Street, c'est la banque spéculative, et purement spéculative, non entrepreneuriale, tu vois, et qui est le facteur de déstabilisation et de destruction du monde. On le voit aujourd'hui, notamment avec la prochaine crise qui arrive, qui est la crise de spéculation sur les matières premières alimentaires. Tu vois. Voilà, donc tout ce processus est récapitulé dans le livre de manière pédagogique et pas trop complexe quand même. Hein. Il faut faire des simplifications pédagogiques. Et je crois que c'est pertinent. Hein. Je ne crois pas que ce soit délirant. Voilà. Bah, ce qui est sûr, c'est que l'Empire, c'est d'abord le monde ce que j'appelle post-méditerranéen, c'est-à-dire le monde des trois monothéismes abrahamiques, hein. L'Europe, la Méditerranée, qui après a essaimé avec le colonialisme, notamment Angleterre, États-Unis, etc. Enfin, c'est ce monde, ce qu'on appelle le monde occidental. Après, il y a d'autres mondes qui existent. Le monde chinois n'est pas tout à fait le nôtre. Le monde indien, enfin indien des Indes. Hein. En fait, le monde du pouvoir de la banque a beaucoup à voir avec le monde monothéiste, hein, abrahamique. Et puis dans ce monde monothéiste abrahamique, il y a encore un empire semi-sacré qui a un pied dedans, un pied dehors, ce que j'appelle le monde musulman à cause de la finance islamique. La finance islamique étant des restrictions morales imposées aux prêts à intérêt qui correspondent en fait à ce qui était imposé par l'Église catholique sous l'Ancien Régime d'une certaine manière et qui a des digues morales qui ont sauté chez nous et qui sont encore un peu en place dans le monde arabe. Donc en fait, il y a des mondes totalement étrangers aux nôtres, je dirais qui sont l'Inde et la Chine, comme les gros morceaux, et un monde qui est assez proche du nôtre, parce que c'est le monde méditerranéen, monothéiste, abrahamique, voilà, qui est le monde musulman, dans lequel il y a quand même la notion de finance islamique et de banque islamique, qui est un frein à la toute-puissance bancaire. Et d'ailleurs, il y a certaines lectures qui analysent en ce moment les révolutions qui se passent au Maghreb, comme une tentative de mise au pas par la banque judéo-anglo-saxonne, de la banque islamique qui avait tendance à se développer, notamment sous l'influence iranienne, qui avait tendance à se développer en ce moment. Voilà. Et qu'en fait, il y a une grille de lecture possible
de ce qui se passe en ce moment au Maghreb comme une mise au pas par la banque judéo-protestante toute puissante de la banque islamique. Le principe de toute façon de la domination, quelle qu'elle soit, et notamment de cette domination impériale libérale, c'est toujours la manipulation, la récupération de tout. Hein. C'est de tout transformer en marchandise et de faire du commerce avec tout. Donc de toute façon, tout est toujours tendanciellement récupéré. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est que la banque est une espèce de pieuvre qui est un principe aussi de fuite en avant et qui doit tout à servir à son principe et à son principe qui tend à remplacer le principe divin, c'est-à-dire que c'est une toute puissance et c'est comment dirais-je, la valeur régnante. Hein, c'est-à-dire que tout doit être soumis à la loi du profit et à la logique bancaire. Alors tout ce qui résiste un peu, notamment les religions, la transcendance, la gratuité, le communisme même d'une certaine manière, ça doit être balayé, dévasté et soumis. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, le principe. Et ce principe est un principe, je dirais pour moi, que j'appelle satanique. Hein. C'est le mammonisme. Voilà. C'est l'empire et l'empire de Mammon, et c'est ouvertement l'empire du mal. La banque, c'est le mal. Cette puissance bancaire qui, je le dis, judéo-protestante, anglo-saxonne et thalassocratique, et qui est passée de Londres à New York, se heurte aujourd'hui à un empire rival qu'elle ne soumettra pas comme elle a pu soumettre la France, l'Allemagne, etc., qui est l'empire chinois, hein, qui est un empire concurrent, qui fonctionne sur le même principe, mais il y a une lutte. Donc à un moment donné, si le pouvoir bancaire se déplace vers l'Eurasie, et que c'est les Chinois qui sont les maîtres de la banque, ça sera plus Wall Street. Les Chinois aujourd'hui, ils sont déjà devenus une énorme puissance industrielle, alors que tout le pouvoir bancaire américain, il faut bien comprendre que l'empire bancaire est un asticot dans un fromage, est quelque chose de fondamentalement destructeur. La banque a prospéré sur la destruction de l'Amérique industrielle. Hein. Donc on a aujourd'hui un empire en déclin qui est l'Amérique, à cause d'ailleurs de la nuisance bancaire, et un empire montant qui a des fondamentaux beaucoup plus sains sur le plan industriel, productif, etc., qui est l'empire chinois et l'empire indien, dont on peut... Voilà, enfin, ce sont des... Et on va arriver à un moment donné, je pense, de toute façon, à un écroulement de l'empire, je dirais américain pour simplifier, à cause du poids de ses contradictions et à cause du fait qu'effectivement il est arrivé aux frontières de son monde. Et aux frontières de son monde, il y a des mondes étrangers, hein, des mondes qui ne peut pas soumettre facilement, déjà parce que pas monothéistes abrahamiques, et qui sont notamment le monde chinois. Hein. Les Chinois fonctionnent sur une sagesse qui n'est pas réductible à notre religion, et puis les Indiens d'Inde, qui fonctionnent aussi sur un autre système religieux. Il n'est pas certain que les droits de l'homme, entre guillemets, qui sont une espèce de... qui est l'idéologie finalement humaniste, pseudo-humaniste de la banque, arrive à dissoudre totalement, comme un acide, le système de caste indien et la notion d'empire du milieu chinois. C'est pas certain, l'histoire le dira, mais c'est pas écrit. Alors que jusqu'à présent, la domination de la banque qui était née au cœur de l'Europe et du monde monothéiste, qui est finalement soumis, tout ce qui est de l'ordre de la même civilisation, et aujourd'hui qu'elle essaie de soumettre quelque chose qui est son partenaire et son partenaire ennemi depuis très longtemps, qui est l'islam, parce qu'en fait tout ça c'est les deux rives de la Méditerranée, c'est plus facilement explicable à la limite qu'aujourd'hui l'empire de la banque judéo-protestant essaie de soumettre le monde musulman, parce que c'est ce qui se passe en réalité quand on parle de choc des civilisations. C'est aujourd'hui le monde musulman est en voie d'être soumis par l'empire bancaire. Empire bancaire qui a soumis précédemment le monde catholique. Hein, voilà. Ça, c'est assez logique. Après que ce monde bancaire se tape la Chine et l'Inde comme si c'était écrit et facile, c'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, on est quand même face à des résistances, à des valeurs, à des notions ethnico-raciales, religieuses, etc., qui fait qu'on est dans un autre monde. Voilà. Je suis pas sûr que quand un bouddhiste voit le film Shoah de Claude Lanzmann, la question qui se pose dans le bouddhiste, c'est pas oh mon Dieu quelle horreur, c'est qu'il se dit qu'est-ce que ces gens ont fait dans une vie antérieure pour mériter un tel châtiment. Tu vois, c'est ça la conception bouddhique. Tu vois, donc à un moment donné, il va y avoir des freins à cette domination. Tu vois ce que je veux dire aussi alors que le chrétien, lui, tu vois, immédiatement, il s'effondre. Tu vois, toutes ces capacités de défense immunitaire s'effondrent devant Shoah. Tu vois, plus facilement, on va dire. Tu vois, pour un bouddhiste, c'est pas du tout la même réaction. Déjà, les chiffres, c'est pas très important parce qu'à un moment donné, c'est des évaluations, etc. Bon, je les ai trouvés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réserve fédérale américaine, c'est ça l'explication, qui est un cartel bancaire qui n'est ni une réserve ni fédérale ni américaine. C'est le cartel bancaire des 12 banques les plus puissantes du monde, qui sont d'ailleurs
liées entre elles familialement et qui sont des dynasties aussi qui remontent au milieu du XVIIIe siècle, hein, qui sont le vrai pouvoir du monde, règnent sur le dollar, qui fabriquent, c'est de la fausse monnaie, et avec cette fausse monnaie, ils achètent le monde entier. Voilà. Et en réalité, j'ai expliqué que les revenus annuels de la Réserve fédérale américaine, qui est donc un cartel de 12 banquiers qui se redistribuent les dividendes, étaient par an 50 fois la fortune définitive et permanente du patron de Microsoft. Et que ceci est totalement non su du grand public et non publié. Je veux dire, mais c'est même pas discutable. Voilà, on le sait. La toute-puissance bancaire, elle est là. Et c'est pas pour rien qu'avec cette capacité d'ailleurs de corruption, la Réserve fédérale américaine règne sur l'Amérique à travers le Congrès, parce qu'ils ont acheté tous les présidents de la République ont été achetés, et ceux qui ont essayé de se libérer de cette tutelle, comme Kennedy récemment, ont très mal fini, tu vois, comme d'autres avant d'ailleurs. Hein. J'explique dans mon livre que les présidents qui ont été assassinés et qui ont failli se faire assassiner, ça a souvent été parce qu'ils ont défié la banque. Hein. Ils ont essayé que l'État américain retrouve ce pouvoir régalien sur la monnaie qu'est le dollar. Et que c'est ça souvent qui a été la cause de lutte secrète et de lutte à mort. Voilà. C'est pas délirant, hein, c'est très sourcé dans le livre. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le pouvoir aujourd'hui du monde, c'est le pouvoir de la banque avec un grand B, le pouvoir du dollar. C'est la mécanique de domination ultime et qu'elle n'est enseignée nulle part et non su absolument du grand public et cachée par ceux qui maîtrisent ce savoir. C'est un savoir qui n'est pas diffusé. Voilà. Et les gens comme Ezra Pound qui ont découvert cette toute-puissance, notamment la Réserve fédérale américaine à partir de 1913, et qui ont fait travailler là-dessus, se sont retrouvés comme par hasard à un moment donné internés en hôpital psychiatrique pendant 15 ans sans jugement. Tu vois, hein, il faut le savoir. Donc il y a un enjeu politique très fort là-derrière. Effectivement, l'ancien régime, ça s'appelle la monarchie théocratique, régnait sur l'alliance de deux, si on prend les catégories de Dumézil, des bellatores, c'est-à-dire la noblesse qui est d'abord une caste guerrière, et les oratores qui sont la caste des prêtres. Donc la monarchie était de droit divin. Voilà. Donc l'Église catholique était, en tant que clergé, effectivement, cet allié du pouvoir, les armes, le logos, etc. À un moment donné, la bourgeoisie marchande a essayé de chasser le pouvoir de la grande propriété foncière qui était l'aristocratie, et a eu besoin de sa religion à elle, effectivement, qui ne pouvait pas s'accommoder avec le catholicisme. Et pour ça, elle s'est appuyée sur une contre-religion qui s'appelle la franc-maçonnerie, dont je dis que c'est une religion sans révélation, c'est-à-dire sans Dieu, mais c'est une religion parce que c'est une église. C'est-à-dire qu'elle a des temples, elle a des fidèles, elle a une eschatologie, voilà. Et que c'est le clergé occulte de la République. C'est le clergé de la République, mais c'est caché, parce que le petit peuple ne peut pas comprendre finalement, comme on lui vend l'idée d'égalité citoyenne et qu'on lui vend l'idée que rien ne doit exister entre le citoyen et l'État. En fait, la franc-maçonnerie est une trahison et un mensonge à ce niveau-là, puisque c'est un corps intermédiaire, alors que normalement on a détruit les corps intermédiaires, et c'est un clergé, alors que normalement l'idée de laïcité, c'est qu'on est dans l'art religieux, dans le non-religieux. Or en fait, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme. Hein. Et je le dis d'ailleurs, quand on cherche les symboles maçonniques, on voit que le symbole ultime de la maçonnerie, c'est pas un symbole grec athée, c'est le temple de Salomon. Hein. Et puis d'ailleurs Mélenchon le dit très bien, il dit la libre pensée est née en France en s'émancipant du joug catholique et s'est appuyée sur l'individu, l'idée d'individu, et s'est appuyée sur le protestantisme qui a généré la franc-maçonnerie et qui elle-même remonte à la libre expression critique qu'on retrouve dans le judaïsme. C'est-à-dire que Mélenchon, qui est maçon et membre du Grand Orient, ce qu'il ne dit jamais quand il se présente devant les électeurs, lui-même articule bien le catholicisme comme l'ennemi, hein, la réaction, et en fait la séquence progressiste pour lui, c'est quand même quelque chose qui est articulé, la maçonnerie, qui vient du protestantisme, qui vient du judaïsme. Donc il articule bien ces choses-là. On ne remonte pas donc de la laïcité à Athènes, mais on remonte de la laïcité au judaïsme. Et ça, c'est dans tous les symboles, c'est écrit, c'est revendiqué. Et c'est vrai dans la hiérarchie maçonnique, puisque la maçonnerie des maçonneries, c'est le Bénéi Brit, hein, qui est la plus grande maçonnerie du monde, et qui est une maçonnerie juive, et exclusivement juive. Voilà.
Donc voilà, c'est de la sociologie. Hein, y a pas de... Et quand je parle de Satan, je dis effectivement, Satan c'est le maître de la terre, c'est le porteur de lumière. On peut le prendre de manière religieuse si on est religieux, mais de manière totalement métaphorique si on est matérialiste. Voilà. C'est qu'effectivement, Satan est celui qui lutte contre Dieu. Quoi. Je veux dire, il y a Dieu et il y a Satan. Et finalement, quand on voit que cette maçonnerie a beaucoup à voir avec la domination bancaire, et que la domination bancaire est un projet d'exploitation, de manipulation, de spoliation et de brutalité, même malthusienne, on se dit que finalement, la lecture religieuse et la lecture matérialiste se rejoignent. Effectivement, il y a quelque chose de satanique dans la vision, je dirais, bancaire, et qui est totalement, une vision totalement anti-chrétienne, ça c'est clair. Les luttes politiques, il y a les idées, il y a les grands hommes, et puis il y a ce qui est caché, qui est les réseaux. Et les réseaux, c'est ce qui est surdéterminant. Et en fait, il faut voir que le réseau républicain, qui est un réseau bancaire, marchand et maçonnique, s'est imposé dans une lutte contre d'autres réseaux. Et notamment, il a fallu exterminer le réseau de la noblesse et le réseau catholique. Et que ça a été des luttes à mort, et notamment qui sont passées par l'affaire Dreyfus et par la loi de 1905. Hein. C'est-à-dire que pour que le réseau bancaire, républicain, maçonnique triomphe et impose son plein pouvoir, il a fallu qu'il démolisse les réseaux de pouvoir antérieurs, et qui étaient les réseaux de la noblesse, réfugiés dans l'armée d'ailleurs au moment de l'affaire Dreyfus, et les réseaux catholiques. Et l'affaire Dreyfus a été le moyen de disqualifier définitivement, d'humilier et de montrer le rapport de force moderne, c'est-à-dire de vaincre la résistance, je dirais, de la noblesse réfugiée dans l'armée. Et la loi de 1905 a été déposséder les prêtres catholiques qui traditionnellement avaient l'éducation des enfants et éduquer les enfants dans la morale chrétienne, mais déposséder de ce pouvoir très important pour le donner aux hussards noirs de la République, dont l'enseignement est maçonnique. Hein, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a toujours des luttes de réseau, mais c'est sûr que les contre-réseaux par rapport à ce réseau très puissant, bancaire, républicain, maçonnique, les réseaux d'opposition sont assez faibles, notamment parce que les réseaux communistes se sont effondrés avec l'écroulement de l'URSS. Les réseaux musulmans sont une charlatanerie, enfin, très, très faibles, très peu structurés, très opposés les uns aux autres. En réalité, l'explication du monde actuel, cette toute-puissance bancaire et cette toute-puissance qu'on voit partout, vient du fait qu'il y a un réseau très puissant qui est face à une absence de contre-réseau, de cette manière. C'est-à-dire qu'ils avancent dans du beurre. Hein, et ça donne un peu cette arrogance qu'on constate tous les jours, et cette espèce de malaise qu'on ressent en France avec ce mensonge incroyable sur les idées de démocratie, de laïcité, voilà. Et quant à quel réseau pourrait se constituer, ça, moi je ne suis pas magicien, c'est que il y a des réseaux qui étaient des réseaux millénaires qui étaient appuyés sur des choses quand même très sérieuses comme voilà, le Christ, etc. Pour les remplacer par d'autres réseaux vite faits comme ça dans les années à venir, c'est pas gagné, hein, parce que créer des réseaux, ça demande une idéologie, parfois même d'ailleurs une idéologie transcendante, des élites, etc. etc. Les hommes politiques sérieux, pas quand ils s'adressent au grand public, mais quand ils se posent la question de la pérennité du pouvoir, sont toujours sur cette idée de comment constituer des réseaux pérennes, qui durent, etc., fidèles, etc. Et que c'est ça quand même la clé de la domination politique. Savoir quels sont les réseaux aujourd'hui de Kadhafi, quels étaient les réseaux de Ben Ali, qu'est-ce que c'est que l'international socialiste en Afrique, pourquoi tous les potentats africains qui ont duré étaient maçons, alors que les marxistes ont été éliminés en général par la violence. Et c'est cette lecture, qui n'est pas la lecture ethnique de Lugan, elle s'entrecroise d'ailleurs, elle se combine, elle ne s'oppose pas. C'est une lecture qu'il faut faire absolument. Quoi. Voilà. C'est intéressant. Lui, il met le doigt sur quelque chose qui est occulté par le monde moderne, qui analyse surtout les choses en termes de rapport de classe et rapport économique. C'est la persistance de la lecture ethnique, notamment dans les endroits où le clanisme était très fort. Je pense que c'est intéressant. Mais après, ça ne doit pas faire oublier la manipulation par l'argent de la réalité ethnique. C'est ce que je veux dire. On achète des chefs, etc. Donc je pense que toutes ces déterminations-là se combinent. Les rapports de classe existent, la religion continue à exister, le communautarisme existe, les solidarités raciales et ethnico-raciales existent. En fait, ce qu'il faut, c'est combiner, articuler ces déterminations pour être au plus proche de la réalité. C'est ça qu'il faut faire, plutôt que de les opposer. C'est pas lutte des classes ou ethnisme.
C'est l'Afrique, c'est une combinaison de manipulation économique, de tradition ethnique, de manipulation, de solidarité, etc. Et ça donne effectivement un terrain qu'il faut analyser de façon spécifique, et que si on projette dessus totalement la lecture européenne contemporaine, il y a des choses qui nous échappent. Hein, voilà. Non, c'est pas un abus de langage. Je pense que quand on est un leader politique et qu'on appelle ouvertement à la violence et à la tension, on est de toute façon dans une logique de délinquance, puisqu'à un moment donné, chasser les musulmans par la force du territoire français, quand on s'adresse à des jeunes de 20 ans en colère pour des raisons souvent légitimes, on pousse à la délinquance, hein, on pousse à l'agression physique, etc. Et on est dans une logique pour moi, de délinquance qui est à peu près symétrique à celle des islamo-racailles, qui eux, c'est une espèce de néo-salafisme finalement, qui consiste à déguiser, à habiller de pseudo-symboles djihadiques une tradition délinquante qui a beaucoup à voir avec le modèle libéral des bandes ethniques américaines. Voilà. Et finalement, je veux dire, ces gens-là partagent à peu près la même vision du monde en valeur absolue, raciale, haineuse, violente. Et moi, ce que j'ai à la limite, c'est qu'ils ont qu'à se taper sur la gueule. À la limite, on leur trouve un terrain de jeu, puis ils se tapent sur la gueule entre islamo-racailles et F de souche identitaire, là, voilà. Mais je veux dire, la vraie politique, le sérieux, c'est autre chose. Voilà, moi je parle de comment sauver la France, comment éviter les pièges, notamment le piège du choc de civilisation. Pour des raisons morales et politiques, bien faire la séparation entre ce que j'appelle les musulmans patriotes, c'est-à-dire les Français de confession musulmane, pour qui finalement l'islam est un système de valeurs, est un système d'intégration, puisque c'est respecter une verticalité, c'est sortir justement de la gabegie libérale, hein, du satanisme libéral, qui est la loi, on voyait bien chez la maille, la loi du pognon, du profit, de l'individu égoïste de Stuart Mill, hein, c'est-à-dire l'intérêt égoïste comme moteur de l'histoire, qui est le contraire même du principe chrétien, du principe traditionnel et du principe musulman. Voilà. Donc moi, je suis plutôt pour dire que l'équation qu'on nous présente, immigration plus islam égale délinquance, est une escroquerie. L'immigration est un grave problème qu'il faut régler absolument. La délinquance, effectivement, a beaucoup à voir avec l'immigration, mais l'islam, et je dirais, est une inversion de tendance. Hein, c'est de l'islam respectable et sérieux. C'est pour ça que je sépare bien les islamo-racailles, qu'on voit dans le film Un prophète, qui sont des gens qui se servent de la mosquée pour faire du trafic de drogue. Ça, pour moi, ce ne sont pas des musulmans, quoi. C'est comme les Gemayel, c'était pas des bons chrétiens au Liban. Pour moi, c'est Aoun le bon chrétien. L'autre, c'est des agents sionistes, hein, qui ont travaillé la destruction de leur pays pour un pouvoir étranger. Hein. Donc je fais bien la différence. Et pour moi, c'est... voilà, aujourd'hui, les gens pensent que je fais une défense des musulmans. Je ne fais pas une défense des musulmans, je fais une défense de la vérité et du sérieux. Voilà, je n'aime pas le mensonge, c'est tout. Donc je dis, moi, il y a toute une partie de Français originaires de l'immigration qui ont été amenés par la gauche mitterrandienne à la haine de la France et à la délinquance, par les idées gauchistes, libérales, ethnistes, même parfois racialistes, on le voit bien, hein, il y a un racisme à l'envers souvent, et qui peuvent être sauvés de ça par une religion millénaire qui est un moyen de s'intégrer et de s'élever. Ça l'a été traditionnellement, qui est l'islam. On ne va pas leur demander de se convertir au catholicisme, c'est absurde pour l'instant. Donc je ne vois pas pourquoi on les désignerait du doigt de façon violente, et surtout au nom de la laïcité qui est une escroquerie maçonnique. Hein. La laïcité qui étant en réalité le masque de la maçonnerie, qui est en fait le masque humaniste de la toute-puissance de la banque. On le sait historiquement, et nos gros penseurs catholiques l'avaient parfaitement identifié. Je ne vais pas vous citer Charles Maurras, mais il savait exactement de quoi je parlais en ce moment. Hein. Tout ça nous ramène aux années 30. Donc à un moment donné, il y a des gens qui ont soit manque de culture, soit manque d'honnêteté, c'est tout. Et moi je demande d'élever le niveau de culture et d'honnêteté pour accéder à la vraie politique. La vraie politique, c'est pas de déclencher le baston dans le quartier, c'est pas de la politique, c'est de voir comment sauver la France par rapport aux pièges qui lui sont tendus depuis des années, qui sont l'immigration imposée par le patronat, les loges et donc la banque, pour soumettre ce pays à la loi marchande intégrale. Voilà. Et moi je pense que face à ce piège qui nous est tendu, qui à mon avis a généré le regroupement familial et
et d'autres choses. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est plutôt le front de la foi face à ce piège satanique et marchand. Hein. Et surtout pas la guerre de religion entre pauvres Français on va dire de chrétiens et pauvres Français musulmans pour le plus grand plaisir de l'oligarchie qui manipule tout le monde. Et ça, je pense qu'une analyse à peu près sérieuse arrive à peu près à cette conclusion. Hein, voilà. J'essaie d'éviter le piège qui nous est tendu, qui a été tendu en Yougoslavie pour la détruire, qui a été tendu au Liban. Je vois qu'au Liban, aujourd'hui, on a le général Aoun et Nasrallah qui se tendent la main pour sauver le Liban. Et je crois que quand je parle, moi, aux chrétiens de Palestine, leurs ennemis ne sont pas, par exemple, les Palestiniens et les musulmans. Moi, j'ai vu des musulmans et des chrétiens la main dans la main face à Mammon et à l'Empire mammonique. Et je crois en plus que cette alliance à laquelle je crois correspond aux Écritures. Il me semble que dans l'eschatologie chrétienne, l'eschatologie musulmane, il y a des convergences. Et par contre, si on sait ce que c'est que l'Armageddon dans une autre religion, il me semble bien que qu'est-ce que dit l'Écriture au niveau des alliances possibles. Voilà. Qu'est-ce qui est annoncé? Il me semble bien, là je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, mais qu'il y a une convergence entre l'Apocalypse de Jean et l'eschatologie coranique. Hein. Et par contre, il y a coupure totale avec le Messie qui attend une autre religion pour l'Armageddon, puisque c'est la lutte de ce peuple élu contre tous les autres peuples. Voilà. Donc il ne me semble pas, nous, que l'Antéchrist soit notre petit bonhomme. Hein, voilà. Et il me semble bien, par contre, que le Messie de certains soit l'Antéchrist des autres. Hein. Et qu'à un moment donné, il y a quand même, je veux dire, qu'on analyse la question de manière géopolitique, matérialiste, ou qu'on l'analyse de façon totalement spiritualiste, ça converge. Donc j'aimerais bien savoir comment certains catholiques veulent me présenter des alliances totalement contre nature. J'aimerais bien comment ils s'en sortent sur le plan théologique, pour nous proposer la défense du monde judéo-chrétien face à la menace islamique. L'analyse du processus bancaire, de la géopolitique, nous montre bien qu'il y a une domination du monde judéo-protestant, anglo-saxon et thalassocratique, qui par le pouvoir bancaire a écroulé la France de A à Z. Le dernier épisode étant Sarkozy et le prochain étant sans doute Strauss-Kahn, ce ne sont pas des musulmans, hein, qui ont détruit la France, déshonoré, humilié, et économiquement, et sur le plan de son prestige culturel et de son prestige diplomatique, c'est une certitude. Tout ça ne vient pas des musulmans. Hein, voilà. Et même si on parle de la nuisance, on va dire des pauvres qui prient dans la rue, tout ça est la conséquence de l'immigration qui a été voulue par les loges, le patronat, imposée légalement par Chirac sous la présidence Giscard. Ce n'est pas une offensive musulmane. Il faut bien séparer les effets des causes. C'est la question, elle doit être honnêtement posée. Et là, face à moi, j'ai des menteurs. Des gens qui disent oui, mais il faut faire des alliances momentanément contre nature. Des gens qui se croient plus malins qu'eux. Des gens qui croient qu'ils peuvent manipuler Satan. Voilà. Est-ce que les identitaires niçois ont le niveau pour manipuler Satan? Je ne le crois pas. Que si un jour on veut arriver à ce choix possible, ça ne peut passer d'abord que par une réconciliation et par une fraternité, ça ne peut pas être fait par la violence. Imaginez bien que si vous dites notre projet c'est de vous chasser du territoire français, par définition ça se passera mal. En revanche, si à un moment donné la France redevient maîtresse d'elle-même par une alliance, notamment celle que je préconise, contre la puissance mammonique et impériale, à un moment donné, on peut réfléchir à des vrais rapports nord-sud correctement institués, qui permettraient d'éviter ce qui se passe en ce moment, un afflux massif de gens fuyant des pays qui ont été très mal dévastés par la soumission à l'Empire. Hein. Les Ben Ali, etc., étaient totalement soumis à la puissance impériale, et c'est pour ça qu'ils se sont rendus détestables à leur propre peuple, notamment sur les questions israélo-palestiniennes. C'est pour ça qu'ils sont chassés, ils ont mal partagé la richesse, ils ont créé du chômage de masse chez les jeunes, etc. Et ces jeunes, ne voyant pas d'avenir dans leur pays, veulent monter au nord. Si les rapports nord-sud étaient correctement respecter les principes d'honneur et d'égalité, à un moment donné, effectivement, beaucoup de gens pourraient penser que finalement, leur destin est plutôt de retourner dans leur pays d'origine, s'ils le souhaitent, parce qu'en plus, ce serait un destin prospère. Et effectivement,
face à cet espoir-là, qui est mon espoir à moi, il n'y a que le camp des saints, c'est-à-dire un espèce de bunker occidental riche, de plus en plus racialisé, qui interdit à des comment dirais-je, à des pauvres du tiers-monde famélique de venir, mais qui a de moins en moins les moyens de les en empêcher, à part leur tirer dessus du haut de Mirador, et ça c'est catastrophique comme vision du monde. Donc à un moment donné, si on veut éviter, comment dirais-je, ce déséquilibre nord-sud, ça se fera justement par le sortir de la logique impérialiste imposée notamment par le système américain, pour qu'à un moment donné, ces pays qui ont des richesses et qui pourraient produire des élites légitimes sortent du chaos dans lequel on les a plongés, et c'est ce chaos dans lequel on les a plongés qui fait que leur espoir est de monter au nord, en plus pour des destins d'humiliation et de misère. On est tous d'accord là-dessus. Et là-dessus, moi, c'est pour ça que Kémy Séba, ça n'a jamais été mon ennemi, parce que j'estime effectivement que son retour en Afrique est en plus cohérent, puisque à un moment donné, ce qui est insupportable, pour moi, c'est la ligne des indigènes de la République, qui oublient d'ailleurs que les indigènes, c'est nous, qui me traitent de colon, alors que pour que je sois colon, il faudrait que je sois de l'autre côté de la Méditerranée, mais là, je suis en France, donc je ne peux pas être un colon, je suis chez moi. Et qu'eux, par contre, sont dans un espèce de colonialisme et de racisme à l'envers, avec des affiches d'ailleurs qui sont prises des affiches de l'Empire des années 30, hein, complètement inversées, où ils parlent de rebeux et de renois, qui est une injure. Rebeux et renois, c'est la manière dont les trotskistes traitent les banlieues dans les années 80. C'est pas des rebeux et des renois. Hein, ça, on les prend pour des imbéciles. Et finalement, on découvre que finalement, ces gens-là qui disent qu'ils sont victimes de l'indigénat se conforment entièrement à tous les principes de l'indigénat. Jusqu'à quand on voit la manière par qui ils sont payés. Vous voyez ? Finalement, ils prolongent l'indigénat. Moi, je propose qu'on en sorte. C'est la différence. Mais pour ça, il faut accéder à la citoyenneté, à l'autonomie, à l'honnêteté, sortir du discours victimaire, se structurer aussi et arrêter de quémander de l'argent au Parti socialiste et à des réseaux pour lesquels on travaille comme un indicateur de police, etc. Enfin, il faut sortir de toute cette merde qui a été parfaitement décrite par des gens bien et qui s'appelle l'épopée des SOS Racisme, montée par Julien Drey pour François Mitterrand. Voilà, on est encore dans c'est les derniers avatars de cette saloperie, donc il faut sortir absolument. Moi, je m'adresse aux musulmans patriotes que je considère comme un musulman patriote, c'est-à-dire un Français de confession musulmane, et les autres, ils sont encore dans l'indigénat, mais des deux côtés. Hein. C'est Dominique Sopo qui tapine pour les élites du Parti socialiste, hein, en trahissant sa communauté pour des... Voilà, c'est de l'indigénat, ça correspond exactement à ce qui se passait effectivement du temps des colonies. Ce sont effectivement, ils se comportent effectivement comme des indigènes, au sens indigénat. Voilà. Et aujourd'hui, les gens qui écoutent ce que je dis et qui se rapprochent de moi ou qui fraternisent avec moi, comme les gens que je suis allé rencontrer de la COBEMA à Marseille la semaine dernière, sont plus du tout dans cette logique. La catastrophe aujourd'hui, c'est que nous avons une immigration qui est organisée systématiquement, en réalité même plus pour des raisons économiques, puisqu'il y a du chômage, mais pour des raisons raciales, c'est-à-dire pour des raisons de métissage forcé, pour créer du melting pot et créer de la babélisation et de l'ilotisme. Donc c'est un projet de destruction. Parce qu'en réalité, quand tu mets des musulmans et je dirais même pas des musulmans, des maghrébins et des Français de souche dans une banlieue, c'est même pas du métissage au sens où ça serait l'addition de deux cultures, c'est la destruction de ces deux cultures par leur télescopage, pour en faire en fait des libéraux américains en survêtement, c'est-à-dire des sous-prolétaires de bandes ethniques américains. C'est ça que ça donne. Tu vois très bien Ribéry, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le génie français millénaire plus le génie musulman. C'est Zaya, tu vois ce que je veux dire. C'est zéro. D'ailleurs, le mec, il veut même plus parler français. Il ne savait pas qu'il parlait de toute façon pas français déjà. Voilà. Donc voilà, ce que je dis bien, c'est que moi, je propose aussi, par ce respect du français musulman fier, sortir aussi du métissage. C'est pas le métissage. Moi, j'aime bien être un Français catholique face à un Français musulman. J'aime pas cette espèce de dilution droit de l'homiste de l'islam dans le catholicisme et réciproquement pour donner l'idéologie Bernard Kouchner. Tout ça, ce sont les pièges contre lesquels nous devons lutter ensemble. Et ce qui me terrifie, moi, c'est ce projet de babélisation, d'îlotisme, de métissage et de destruction à l'américaine qui donne ces bandes ethniques typiquement américaines où tu vois en fait des bandes de latinos, de blacks, etc., ils s'appellent comme ça, qui sont en fait exactement, qui ont les mêmes codes, la même idéologie et les mêmes codes. C'est-à-dire qu'en fait, à part se taper sur la gueule, ils sont tous dans la délinquance, le trafic de drogue, en survêtement avec des chaînes en or. Tu vois, tu n'as même pas des Mexicains qui essayeraient de propager une culture mexicaine par la religion catholique et un certain look vestimentaire, c'est pas vrai. Ils sont tous exactement livrés à la dictature du sportswear. Et c'est ça à quoi il faut échapper. Voilà. Et je dis de ce point de vue-là qu'un jeune
issu du Maghreb, né en banlieue, qui a été manipulé et pris en charge par son pays d'origine, puis par l'imam Blédard, puis par SOS Racisme, moi je pense qu'il peut s'en sortir par quelque part un retour à un islam tel que je le conçois, tu vois. Ça peut être un moyen d'intégration et d'émancipation. Et je le conçois comme ça parce que je fais de la sociologie sérieuse, voilà. Alors après, je dis pas que que je suis fasciné par tout ça et que j'en rêve. Je dis que malheureusement, il y a eu le regroupement familial qui a été organisé. Il y a des gens qui sont sur notre territoire et il faut s'en sortir par le haut, voilà, et éviter les pièges qui sont notamment les solutions totalement abstraites et inatteignables qu'on retrouve chez F de Souche, mais c'est pas dur pour eux, parce que finalement ça consiste à faire les malins sur un blog internet. Ils ont déjà renoncé, ils ne prétendent même pas à aucun moment faire de la politique, ils s'en foutent, ils s'amusent. Je me dis par exemple quand je prends Marine Le Pen qui a un discours de critique du mondialisme économique qui est au niveau d'une stature présidentielle, son discours sur l'islamisme est du niveau d'un petit leader d'extrême droite. En réalité, à un moment donné, il faudra qu'elle fasse monter son discours au niveau de la complexité de la réalité. Voilà, ça ne veut pas dire de faire de concessions, de soumission, d'ignorance des problèmes, etc. Mais je veux dire, de faire monter son niveau d'analyse de la question immigrée, musulmane et délinquante en France au niveau de la qualité de son discours sur la domination impériale bancaire. Voilà. Je trouve que pour l'instant, il y a un énorme écart entre quand elle parle du mondialisme financier et puis d'un seul coup, quand elle valide le choc des civilisations au niveau d'un petit leader d'extrême droite, en général d'extrême droite sioniste. Hein. Je trouve que ça, c'est pas un discours de chef d'État. Quand elle met en parallèle la menace islamique et la menace, comment dirais-je, impérialiste bancaire comme deux menaces symétriques, alors que l'une est la conséquence de l'autre et l'un est fabriqué par l'autre, c'est comme si elle croyait à Al-Qaïda et au 11 septembre. À la limite, il faudrait à un moment donné lui poser la question. Quand elle parle d'islam, on a l'impression qu'elle parle de Ben Laden. Voilà. Ben Laden est un produit de A à Z de l'impérialisme bancaire américain. Hein, on n'est pas pris en sandwich entre Ben Laden et Wall Street. Ben Laden est un artefact créé par Wall Street. Donc tant qu'elle fera croire qu'on est pris en sandwich entre Ben Laden et Wall Street, et qu'elle mettra ça au même niveau, c'est son discours, elle n'aura pas compris le réel ou elle mentira. Et quand on croit, d'ailleurs comme Marc-Edouard Nab, que Ben Laden, quelque part, c'est l'équivalent de Wall Street et qu'on est pris entre ces deux pièges, on se trompe ou on ment. J'en suis certain. Tout ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années le démontre. Hein, voilà. Et pour l'instant, Marine fait un peu comme si elle croyait à la menace Al-Qaïda. Quand on étudie la question, derrière Al-Qaïda, on trouve autre chose que des djihadistes musulmans. On trouve l'Empire. Hein. Ce sont des avatars de l'Empire. Hein. Et donc, si elle ne le sait pas, il faut qu'elle travaille, et si elle le sait, bon, on va dire pour l'instant donc elle ne dit pas tout, peut-être pour monter dans les sondages, peut-être pour que les médias l'invitent, je ne sais pas, voilà, mais à un moment donné, si un politique se respecte par le courage de son discours de vérité et son niveau d'expertise, je dis il y a un écart en ce moment assez fort entre son discours d'expertise et de critique économique, qui est le mien totalement, là-dessus je suis 100% avec elle, par contre son discours sur la question musulmane est pour l'instant un discours de petit leader d'extrême droite. Ce n'est pas un discours de quelqu'un qui peut devenir président de la République à brève échéance. Donc à un moment donné, il faudra qu'elle fasse monter le niveau. Alors peut-être que si elle fait monter le niveau trop vite, elle va avoir des problèmes avec le lobby médiatique. Et peut-être qu'elle le sait, que c'est peut-être, etc. Mais je n'ai pas la réponse. Je la connais, non, elle ne va pas me dire ce qu'elle pense, je ne sais pas si... Je n'en sais rien. Je dis simplement, moi, je la défends pour ceux pour lesquels je crois qu'il faut la défendre. Je l'ai défendue à chaque fois que j'ai pu, très honnêtement. Et je la critique, ce qui veut pas dire l'insulter. Ça, je ne supporte pas les insultes, hein, la traiter de je sais pas quoi, de fausse blonde, etc. Je vois les crétins d'extrême droite. Donc toute l'énergie est tournée à lutter contre elle, hein, alors que c'est quand même, moi dans mon combat politique, c'est la dernière que je vais attaquer. Je vais d'abord attaquer Sarkozy, Strauss-Kahn, le mensonge de Mélenchon, l'extrême gauche trotskiste, Marine Le Pen, je la critique. Voilà, et la critique, elle est claire, je vais vous la répéter, je dis, elle a deux discours. Son discours est fait de deux piliers solides. Un discours de critique du mondialisme financier qui est très performant, et un critique du danger islamique
qui est très caricatural et qui ne correspond pas à la réalité, et qui là devient un discours assez proche effectivement du discours identitaire niçois, de jeunes adolescents en colère, mais je veux dire qui n'est pas un discours de chef d'État. À un moment donné, si elle veut être présidente de la République, il va falloir qu'elle gère notre relation au monde, à l'espace francophone, voilà, parce que tout ça est une réalité. Hein. On a quand même eu un empire colonial, il y a de la francophonie, on est présent encore beaucoup plus en Afrique et au Maghreb qu'à l'Est, hein, qu'en Lettonie, on n'est pas du tout présent. Voilà, donc, et à un moment donné, il faut qu'elle se hisse au niveau de la réalité française. Et cette réalité française, c'est voilà, qu'il y a eu un passé colonial, il y a un espace francophone, il y a un débouché sur la Méditerranée. J'étais à Marseille ce week-end. Marseille, c'est une ville qui échange avec l'Afrique du Nord depuis plus de 2000 ans. Hein. Voilà, et c'est pas, voilà, donc c'est bizarre d'ailleurs que les Niçois qui sont au bord de l'eau, la Méditerranée, ne pensent qu'à qu'à l'Allemagne. Il faut lire Maurras, quoi. Je veux dire, voilà, leur contexte est très méditerranéen quand même. Hein. Donc il y a des raccourcis, voilà, il y a un conflit contre la colère, contre une délinquance immigrée instrumentalisée par le trotsko-gauchisme et puis la relation à l'islam. Il y a des confusions et des simplifications brutales qui sont pas dignes d'un personnage politique d'élite. C'est ça que je dis, voilà. Et je souhaite que Marine fasse monter son niveau, ce qui ne veut jamais dire ni soumission ni mensonge. Hein. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, moi, les musulmans avec lesquels je dialogue, je leur fais pas de concessions. Il y a même des gens qui disent oui, vous dites islamo-racaille, vous associez islam et racaille, etc. C'est blasphématoire. Je dis non, il y a des islamo-racailles. Il y a des voyous qui se comportent comme des voyous et qui prétendent que c'est au nom de l'islam. Ils disent oui, c'est vrai. Je dis bah, c'est à vous de faire le ménage. C'est à vous de les désigner. C'est comme un catholique intègre, c'est-à-dire intégriste, doit bien désigner que Goliath ne représente pas le catholicisme, mais la destruction du catholicisme par la maçonnerie. Hein. Et ça, les catholiques intègres le font. Hein. Voilà, et ben je dis voilà, moi j'invite les musulmans intègres à faire le ménage et à bien exclure ceux qui déshonorent l'islam par un espèce de salafisme djihadique de carton-pâte de délinquants. Et d'ailleurs, si vous savez la petite histoire, j'ai été agressé à la main d'or par un petit groupe qui se réclamaient de l'islam. Ils ont été vertement remis en place, et je vous le garantis, par l'immense majorité des musulmans avec qui je dialogue, qui leur a dit vous n'avez pas le droit de parler au nom de l'islam, de déshonorer l'islam comme vous l'avez fait. Et le type qui avait monté le commando a été contraint, il m'a envoyé une lettre d'excuse sous la pression. Voilà. Donc et ça c'est sain. Voilà. Et ce qui est tragique, c'est de faire croire qu'il y a un combat de chrétiens contre musulmans. C'est infiniment plus complexe. Voilà, et je vous dis, soit on se fait plaisir et on joue l'OM contre le PSG, les Blancs contre les Noirs, etc., ce sont des trucs d'adolescents, soit on s'élève au niveau de la politique réelle et des pièges qui sont tendus à la France, on s'élève au niveau de la complexité de l'histoire de France, où François Ier, pour résister à une domination impériale, il y a eu deux empires qui ont essayé de soumettre la France, qui était l'empire, le Saint-Empire romain germanique ou la perfide Albion. La France a toujours passé des alliances, je dirais contre nature, parce que la France n'est pas un pays racialiste, et notamment François Ier avec Souleymane le Magnifique, pour garder son indépendance. Et là-dessus, j'invite les gens d'ailleurs à regarder les vidéos d'Asselineau sur l'histoire de France, qui est à mon avis le plus performant, et beaucoup plus performant qu'Éric Zemmour, qui nous fait croire que la France est la continuation de l'Empire romain, ce qui est absolument faux pour moi. C'est de la manipulation politique pour nous amener, à mon avis, à la solidarité judéo-chrétienne, comprise comme la défense d'Israël, comme l'avant-garde de l'Occident luttant contre la menace islamique. Enfin, on voit bien quand on articule toutes ces escroqueries, on arrive à quoi? À demander à des Français catholiques qui ont été entièrement détruits par un monde de défendre ce monde-là parce qu'ils se sentent aujourd'hui en danger. Hein, voilà. On demande aujourd'hui aux identitaires français, aux Français catholiques, aux patriotes français de se sentir solidaires avec une communauté qui a passé son temps à nous insulter, à nous marginaliser et qui a organisé tout ce qu'elle prétend combattre aujourd'hui. Parce que Finkielkraut, qui se plaint aujourd'hui du racisme anti-blanc et de la présence musulmane en France, était le parrain des SOS Racisme. Il fait partie de ceux qui ont voulu le métissage pour punir cette France qui mérite leur haine, il l'a déclaré, parce qu'il se rappelle encore de la France de Pétain. Et ils se plaignent aujourd'hui de la présence musulmane alors qu'ils ont organisé l'immigration de A à Z, avec en plus le projet du métissage, et je dirais là c'est clair, de la destruction de la race blanche française. Et aujourd'hui ils se plaignent du racisme anti-blanc. Ils se plaignent de ce qu'ils ont créé de toutes pièces. Le musulman qui montre du doigt aujourd'hui, c'est l'immigré qu'ils ont fait venir hier et qui continue à faire venir en douce en réalité. Hein. Donc à un moment donné, est-ce que nous allons nous allier à ces gens-là? La réponse est non. Voilà, parce que au moins les musulmans, on peut dialoguer avec eux, avec les autres, non, on ne peut pas. Hein, je ne crois pas qu'on puisse ruser avec le diable. Voilà.
Asselineau est un très bon conférencier, il a une analyse très intéressante, très performante, et son combat, normalement, je crois que c'est contre l'Union européenne. Et aujourd'hui, bizarrement, son combat, ça devient de plus en plus un combat contre le Front National, soi-disant payé par la CIA. Et là, on tombe malheureusement, contrairement à ce qu'il dit, dans l'extrême droite, parce que qu'est-ce que c'est qui définit avec l'extrême droite? C'est un mec qui passe son temps à cracher sur le Front National. C'est comme ça qu'on définit un extrémiste de droite. Hein, en général, un mec d'extrême droite se bat que contre le camp national. Il ne fait que ça. On l'a vu notamment avec ceux qui étaient derrière Gollnisch, là, certains de mes anciens camarades. Tout leur truc, c'est effectivement toujours d'affaiblir le camp national par tous les moyens. C'est ce qui, à mon avis, définit un camp d'extrême droite, c'est ça. C'est le type, sa haine est entièrement tournée contre le camp national, toujours. Hein. Voilà, qui n'est fait que de traîtres, d'agents, de machins, etc., etc. Alors lui, maintenant, son truc, finalement, c'est plus lutter contre l'Union européenne et essayer de renforcer le camp national contre le parti de l'étranger, l'Union européenne, c'est systématiquement de tirer à boulet rouge contre le Front National. Je trouve son évolution bizarre. Et par ailleurs, je dis, il ne faut pas qu'il rêve, il n'a aucun destin politique, il n'aura jamais les 500 signatures et il fera 0 aux élections. Donc si son but c'est d'affaiblir le vote Front National, il faut savoir qui de lui ou du Front National finalement est payé par la CIA. C'est ça que je finis par lui dire. Soit il manque de conscience et de sens politique, soit il y a un autre problème. Et quand il donne des leçons, je dirais, de patriotisme et de combat politique à Le Pen, qui se bat quand même depuis 1956, je crois, où était M. Asselineau avant? Il était haut fonctionnaire, je crois, non? Il a travaillé dans tous les cabinets de la bourgeoisie française collabo. Donc moi, je dis à ce monsieur, c'est un excellent conférencier, très cultivé, très performant. Il n'a pas d'avenir politique, ça ne sert à rien qu'il croit qu'il en a un, il n'en a pas. Il n'aura jamais les 500 signatures, et si on les lui donne, ce sera pour affaiblir le camp national. Donc à un moment donné, quand il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce. Voilà. Donc il continue à faire de la pédagogie et de la formation sur l'Union européenne, et ce piège antinational, mais qu'il ne se trompe pas de destin, et qu'il ne finisse pas par faire le contraire de ce qu'il prétendait faire. Et là, aujourd'hui, je ne l'entends plus qu'aboyer contre le Front National. Moi, je ne roule pas pour le Front National, mais je sais très bien que le personnage politique de tout l'échiquier politique qui a une petite chance de défendre à un haut niveau les idées nationales demain, malheureusement, malheureusement ou pas, c'est comme ça, je l'admets humblement, je le constate, c'est-à-dire je respecte la réalité et je m'y soumets pour pouvoir combattre, c'est Marine Le Pen. Donc si tout le combat d'Asselineau consiste à attaquer Marine Le Pen, il roule pour qui? Il y a quand même les Strauss-Kahn, les Sarkozy, les Mélenchon, tous ces gens-là sont des européistes hystériques, il ne faut pas oublier, y compris Mélenchon, hein, on a très bien compris. Pourquoi se focaliser à ce point-là sur Marine Le Pen? Je ne comprends pas. Et je vous dis, quand il prétend qu'il n'est pas l'extrême droite, c'est exactement une attitude qui permet de qualifier la psychologie de l'individu d'extrême droite. L'individu d'extrême droite passe son temps à lutter contre le camp national. Ben oui, s'il veut, mais moi, je peux lui dire qu'il a été salarié pendant des années en tant que haut fonctionnaire de je sais pas quel cabinet, Raymond... Enfin, je sais pas, il suffit de chercher dans son CV, et donc il a tapiné toute sa vie pour l'Empire, et que finalement, il vient de sortir du bois, payé par l'Empire, pour affaiblir le camp national, au moment où le camp national pourrait mener une bataille décisive. Je peux sortir ce genre de discours paranoïaque, et, comment dirais-je, très spécieux et spéculatif. Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je dis, chacun doit faire son travail pour aider à la conscience nationale et à l'idée de ce que doit être une France indépendante et à éviter les pièges, et notamment les pièges de la domination impériale qu'il a aussi bien identifié que moi, puisqu'on est absolument d'accord sur les prémices. Pourquoi tout son combat maintenant consiste-t-il à désigner du doigt le Front National comme en plus payé par l'Empire? Voilà, alors que c'est quand même depuis 40 ans le seul mouvement, et c'est vérifié, je veux dire, prétendre que le Front National est européiste, ça confine à l'escroquerie. Je veux dire, moi j'ai fait campagne, à l'époque j'étais au Parti communiste contre le oui à Maastricht, il y avait le Front National et le Parti communiste. Où était M. Asselineau en 1992? J'aimerais bien qu'il me le raconte. Moi je me suis battu pour le non, je l'ai vu nulle part. Hein. Et je sais qu'il y avait les communistes et le Front National. Voilà. Donc ça c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut avoir l'humilité de son orgueil, de sa prétention. C'est comme les gens qui me disent « Monsieur Soral, vous pourriez être le Chavez français ». Je dis « Non, calmons-nous. Je fais des petites vidéos sur Internet, j'écris des bouquins. Voilà, il faut avoir l'humilité de ses prétentions et vice-versa. Et j'ai l'impression que M. Asselineau, à un moment donné, se voit pas tel qu'il est. Voilà, quand il fait comme ça, c'est pas le général de Gaulle. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas non plus Jean-Marie Le Pen, c'est pas non plus Marine Le Pen. Il a 700 adhérents dans son assos. Voilà, il va pas renverser la République. Hein, voilà, il faut, à un moment donné, est-ce qu'il est lucide ou pas? Voilà, ce qui est bizarre, c'est qu'il est très fort quand il fait de l'expertise. Puis à un moment donné, quand il se voit un homme politique, il devient au niveau d'un petit extrémiste de droite de 20 ans. Quoi. Je veux dire, il n'a pas plus de réalité que Boris Lelay, quoi, je veux dire, en termes de poids politique.
Voilà, donc il faut, à un moment donné, voilà, on est dans le sérieux ou pas? Moi, je prétends pas défier le Front National. Je prétends avoir géré une association de 1000 personnes qui a un site internet performant et qui fait de la pédagogie et de la formation du mieux qu'elle peut, en essayant de toucher la jeunesse française et la jeunesse immigrée. Voilà, j'ai conscience de mon segment de marché. Asselineau, lui, peut être très performant pour ramener au nationalisme sain une bourgeoisie catholique, parce que c'est sa clientèle, qui a été, à force de bêtises et de perte de conscience, qui s'est jetée dans les bras de Sarkozy. Parce que ça, c'est ce qu'il peut faire. Et après, critiquer Marine, honnêtement, puisque c'est la leader du mouvement national le plus performant, critiquer Marine Le Pen pour ses contradictions, ses imprécisions, etc., de façon profitable à tous, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que d'agresser systématiquement le Front National, parfois même en mentant. Ça devient bizarre, notamment que le Front National n'a jamais voulu sortir de l'Union Européenne, etc., ou n'a jamais été pour le retour au franc. Ça devient bizarre, quoi. Donc, la question est posée.